Tout de suite. Émission. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez parce qu'il y a ceux qui nous suivent à partir de notre site le www.ngo.info. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, vous le savez, c'est cette émission qui regroupe différents jeunes d'esprit de Colosie afin de débattre ou de parler sur des sujets liés à la jeunesse. L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Gloire Banzai derrière les caméras, Ramadan Mouzanga est en train de nous réaliser Watson Kitoa et à la programmation et M. Kayo Kainoa et à la supervision. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, bien évidemment. Je serai accompagnée de nos chers jeunes d'esprit et nos chers invités à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons déjà commencer par la présentation. Je vais commencer par ma gauche, M. Yves Kailou. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Voilà, merci. Moi, c'est M. Yves Kailou. Je suis jeune actif ici de la province du Val-Ava. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis journaliste et je suis un jeune étudiant. Mais en dehors de ça, je suis, comme je l'ai dit, un jeune très actif. Je me laisse guider par ce qui est positif dans la communauté. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Théo, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je l'ai dit, une brève présentation. Merci, bonjour. Moi, je m'appelle Théophile Bassoula. Je suis jeune actif dans la province du Val-Ava. Présentement, j'œuvre dans le cadre de l'administration dans l'une des universités en place. Merci. Merci, messieurs Nansin. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ah, une brève présentation. Je m'appelle Nansin Katanga et je suis un positiviste de la ville de Colosie, c'est-à-dire un groupement des jeunes qui œuvrent dans le bâtissement des antivaleurs. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Okay, merci. Monsieur Lambert Minda, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci. Moi, c'est Monsieur Lambert Minda. Je suis activiste des droits humains. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très, très important et intéressant en même temps. Nous allons parler sur les tribalismes, les régionalismes, quelles conséquences pour les développements et la paix en RDC. Aujourd'hui, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée mondiale pour le droit aux origines. Alors, nous allons en parler, ça sera un peu plus tard dans l'émission. Même nous allons commencer par la première question, la toute première question, je vais vous la poser à vous, Monsieur Lambert Minda. C'est quoi les tribalismes pour commencer? C'est quoi les tribalismes selon vous? Merci. Le tribalisme, c'est le fait de manifester un dégoût envers quelqu'un par rapport à son origine. Donc, manifester une certaine haine par rapport à son origine. Alors là, on peut dire que c'est le tribalisme. Et vous, Monsieur Yves Kailou, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, au même pied d'égalité avec M. Minda. Donc, les tribalismes, moi, je définis cet aspect des choses comme le fait de se donner l'essence propre, donc de se tirer les draps, dans d'autres termes. Donc, nous sommes de quelque part. Vous voulez dire que non, nous pouvons être nous tous de partout, mais vous voyez qu'un camp se donne le monopole de dire qu'il n'y a que nous, pas les autres. Et Monsieur Théophile, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Bon, tout à fait, oui. Pourquoi? Parce que nous constatons dans le monde actif
ces fléaux, ça ronge en fait dans tous les niveaux. Donc il y a tribalisme, moi je peux définir dans ce sens que, comme l'a abordé mon frère, le fait de se sentir trop en soi-même, avoir confiance en soi et se croire peut-être sans les autres, l'on peut bien vivre, l'on peut bien se développer. Donc c'est dans ce sens-là que la personne cultive la discrimination des autres provinces, des autres ethnies, et voilà, dans ce sens-là que je peux bien évidemment aborder les tribalismes. Voilà, je vais poser cette question à tout le monde, et vous tous, vous pouvez me donner la définition. Selon vous, M. Nonsin, c'est quoi le tribalisme? Êtes-vous d'accord avec tout ce que vos co-débatteurs viennent de dire? Non, je suis d'accord avec eux. Ce qui est vrai, il y a plusieurs auteurs en fait qui ont parlé sur le tribalisme. Je vais prendre la définition de Imani francophone qui me paraît un peu simple. Ils définissent le tribalisme comme étant un phénomène culturel très ancien qui est tout à fait normal. Dans ce sens où ça traduit en chacun de nous la conscience que l'on porte par rapport, bien sûr, à l'identité que nous avons et à l'ensemble des devoirs culturels et moraux liés à cette identité-là. On va se rendre compte que, par rapport à cette définition, le tribalisme n'est en rien un vice ni une tare. De cette façon, parce que quand on essaie un peu de voir la façon dont la plupart des co-débatteurs ont défini, c'est comme qui dirait c'est un vice. Alors qu'il y a en fait un point de vue sur lequel on peut le voir comme pas un vice, vous voyez un peu. Mais il y a le suffixe isme qui traduit de la primauté, de la priorité que l'on accorde, bien sûr, à quelque chose. Sous cet angle-là, on peut définir le tribalisme comme étant la priorité que l'on accorde à sa tribu au détriment de celle d'une autre ou de plus d'une autre, vous voyez un peu. Et en Afrique, généralement, le tribalisme est vu comme étant cette priorité que, évidemment, l'on accorde à sa tribu, qui est vue également comme étant une source de tension politique, économique, source des conflits interethniques, beaucoup plus basé sur le fait que l'on valorise sa propre identité, sa tribu, évidemment au détriment de celle d'autres personnes. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler du tribalisme et du régionalisme. Monsieur Yves Kayoulou, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le tribalisme et le régionalisme? Oui, je relève une différence. Comme l'avions dit, mais j'ai une idée sur les régionalismes. Vous allez trouver, par exemple, nous sommes des Africains, et nous avions toujours les aspects qu'on relève comme africains. Ça fait allusion à ce qui est régionalisme. Donc, de manière générale, nous voyons comment nos cultures, comment nous les partageons, les idées diverses, comment nous les menons ensemble pour que ce soit quand même bien réalisé. C'est tout ce que moi je comprends par dire du régionalisme. Voilà, et M. Lambert Minda, êtes-vous d'accord avec cette définition? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine différence entre le tribalisme et le régionalisme? Oui, évidemment, oui, il y a une différence parce que comme nous sommes de l'Afrique Afrique centrale, ouais, nous sommes de la sous-région des Grands Lacs, voyez-vous, et nous sommes différents de ceux-là qui sont de l'Afrique orientale ou de l'Afrique maghrébienne. Alors, mais maintenant, il y a ce caractère-là qui nous diffère par rapport, nous sommes des Bantous et les autres sont des Nilotiques, voyez-vous, raison pour laquelle il y a cette différence. Mais tandis que le tribalisme, comme on l'a dit, ça c'est le fait que nous nous retrouvions dans un même pays et que nous voulons attacher nos valeurs propres à nous. Nous priorisons notre origine au détriment de l'autre. Le fait là de discriminer les autres parce qu'ils se retrouvent qu'ils ne sont pas de la même origine que nous. Or, l'État congolais ou la constitution congolaise le dit, tout Congolais a droit de s'installer partout où il veut. Donc, c'est-à-dire, ça c'est l'article 30 de la Constitution. C'est-à-dire, tout le monde est libre de circuler partout, de se créer une résidence et d'y revenir. Monsieur Lambert Mendes, je vous arrache la parole pour quelques instants. Je donne la parole à Monsieur Théophile. Monsieur Théophile, qui est tribaliste
et qui ne l'est pas. Bon, voilà, je vais dire d'abord revenir dans la définition. Et je voulais aussi épingler un point si important. Mademoiselle Kohn, vous savez, quand on parle du régionalisme et aussi les tribalismes, en fait, la définition de ces deux termes semble aller de même côté. Pourquoi je dis ça? Le régionalisme, ça mène et ça amplifie encore le vrai sens du mot tribalisme. Nous voyons, par exemple, ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a les découpages. Vous voyez, dans les découpages, donc chacun, les autres veulent vivre dans leur contrée. Et ça c'est venu encore enfoncer le tribalisme. Et ça se voit même dans la vie active. Nous constatons même lors des embauches, nous les constatons qu'il y a toujours cette tendance-là. Et non, ce n'est pas les autres, c'est nous. Comme c'est nous à qui, par exemple, la province appartient, nous avons droit à vivre. J'illustre un peu. Quelqu'un qui vient installer une entreprise sur place, il a besoin de recruter. Alors, pendant qu'il lance l'offre d'emploi, dans cette offre-là, on ne précise pas que nous avons besoin seulement des habitants et des natifs et consorts. Il y a l'offre qui est lancée, mais vous allez sentir qu'après, il y a des interventions. Moi, j'ai un cas de figure qui est d'ailleurs récemment, je ne peux pas citer les noms des gens. Voilà, une autorité qui appelle. Il appelle pour dire, non, écoutez, monsieur, vous vous engagez, mais tenez compte de... Ici, nous avons les routes, nous avons... Vous voyez, ça n'a pas son vrai sens d'être. Donc, c'est venu juste séparer les gens. Le tribalisme s'enfonce les gens. Les autres qui sont les Bakongo, ils se croient être, en étant Bakongo, ils vont facilement développer leur province. Les autres disent, non, nous sommes les Katangais, voilà, nous voulons plus vivre nous-mêmes Katangais, nous allons développer. Alors que pour moi, le régionalisme et le tribalisme, ça part de pair. Donc parce que le régionalisme vient plutôt enfoncer encore les tribalismes. Voilà, et monsieur Yves Kailou, je vous donne encore une fois la parole. Selon vous, qui est tribaliste et qui ne l'est pas, et qui est régionaliste et qui ne l'est pas? Voilà, j'abonde l'idée de mon frère pour dire que celui qui est tribaliste est celui qui comprend d'abord les termes ou qui enfonce en lui l'égoïsme, l'égocentrisme inné. Parce que nous avions les gens aujourd'hui qui naissent en commençant par l'idée d'abord du régionalisme jusqu'à arriver maintenant au tribalisme. Donc, être tribaliste, c'est lui qui développe plus l'idée du régionalisme. Donc, je quitte de telle région et quand j'arrive à telle région, je prends cette culture que j'ai développée à telle région pour l'amener à telle contrée. Moi, je pense bien que c'est celui-là qui est appelé tribaliste. Mais un régionaliste, c'est celui qui cultive encore davantage les tribalismes. Je pense bien que c'est ma façon. Donc, les tribalistes, il est un peu, comment dirais-je, un peu tribal, si je peux le dire dans ce sens-là, et les régionalistes, les plus tribalistes. C'est voilà. Ça? Ou vice-versa. Oui. Je peux le dire comme ça. Et vous, monsieur Manson, êtes-vous d'accord avec tout ce que monsieur Kailou vient d'énumérer? Ce qui est vrai, tel que je l'ai dit, on est tribaliste à partir du moment où on croit qu'on est supérieur par rapport à l'autre. On accorde plus d'importance à son identité propre, à sa tribu, par rapport à celle des autres. Vous voyez un peu. Sous cet angle-là, on se croit bien sûr supérieur par rapport aux autres. Mais par rapport au régionalisme, le régionalisme va, tel que l'un de mes débatteurs l'a dit tout à l'heure, ça crée beaucoup plus aux contrées dans lesquelles on se trouve. Vous voyez, les gens tels que ici chez nous au Katanga, on est là et on se dit que le Katanga nous appartient, par exemple, ou le Lualaba pratiquement nous appartient. Lorsqu'il y a par exemple
des choses qui concernent rien que le Lualaba, les gens se croient avoir une certaine prérogative ou un certain nombre de prérogatives par rapport à cela. Donc les gens d'autres contrées ne peuvent pas profiter de ça. Vous voyez, c'est pratiquement ce qui s'était passé il y a entre 25 et 30 ans, entre l'ex-Katonga et le Kasaï. Vous voyez un peu, les gens étaient en train de s'y battre. Il y avait des conflits énormes par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas des gens du Kasaï ici. Vous voyez, ça c'est pratiquement un exemple typique de ce qu'on est en train d'appeler le régionalisme. Voilà, merci beaucoup. Et Monsieur Lambert Minda, selon vous, quelles sont les conséquences du tribalisme dans notre province du Lualaba? Puisque nous sommes dans le Lualaba, nous devons parler de notre province. Selon vous, quelles sont les conséquences justement? Merci. Au fait, ce que nous devons savoir, c'est que on ne peut jamais construire ce pays avec un même clan ou une même tribu. Voyez-vous, si on se retrouve que on est dans le Lualaba et qu'il y a différentes origines, ça c'est la Constitution elle-même qui l'a dit, comme je l'ai stipulé, article 30. J'ai dit tout Congolais a droit de circuler, de trouver résidence partout dans la République. Il peut aller comme y revenir, voyez-vous. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais si ici au Lualaba, on dit que non, un cas très récent, le monsieur là, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, pour ne pas citer son nom. Vous voyez, il a épinglé le cas de... Pouvez-vous, monsieur Lambert Minda, oui, pouvez-vous répondre à ma question, les conséquences du tribalisme dans notre province du Lualaba? Les conséquences, c'est quoi au juste? C'est-à-dire, quand il y a tribalisme, vous voyez vous-même que... les conséquences, c'est que s'il y a tribalisme ici, il n'y aura pas de développement. Parce que on ne peut jamais construire un coin seulement avec les habitants de ce coin-là. Non. Quelque part, les Français disent l'union fait la force. Il faut qu'il y ait ces chocs d'idées, il faut qu'il y ait toutes ces origines là-bas, comme la Constitution le dit aussi, que tout Congolais a droit de s'installer partout. Là, c'est régalien, donc personne ne peut nous défendre ou interdire à qui que ce soit de ne pas habiter un tel coin. Mais maintenant, si on doit s'atteler à ça, vous vous rendrez compte que non, il n'y aura pas de développement, il y aura cassure dans la population, il y aura cette haine, cette animosité, cette hostilité, voyez-vous. Alors tout ça, c'est déjà péché. Parce que quand ces gens qui s'adonnent au tribalisme là, je pense bien que ce sont des gens, chaque dimanche, ils vont à l'église. Ne pensez pas que péché seulement commettre l'adultère, non. Le fait là d'haïr quelqu'un, de commencer à savoir son origine, son nom, ça dit quoi, tout ça. Et ce sont des antivaleurs. Voilà, ce sont des antivaleurs justement, Monsieur Yves Kailou. Est-ce que, selon vous, quelles sont vraiment les conséquences du tribalisme? Les conséquences, il y a diverses conséquences. Parce que la personne d'abord qui développe les tribalismes, un tribaliste, c'est un monsieur qui vit dans les noirs. Un tribaliste, si l'autre là faisait ce qui est bien, malgré ses efforts, il dira toujours qu'il n'a rien fait. C'est sa première conséquence. Donc, ça ne relève pas, le tribalisme ne relève pas d'abord ce qui est l'innovation et la rénovation dans la communauté. Donc, ça mène maintenant le pays, comme vous avez parlé de notre province, de là-bas. Quand on développe le tribalisme, c'est-à-dire nous consommons le même produit. Il n'y aura pas d'autres produits pour nous expliquer, non, là vous êtes limité, il faut commencer par ici. Donc il y a d'abord chute, il y a la médiocrité qui va se développer sur tout le plan. Donc, première conséquence, il n'y aura pas d'abord l'innovation. Deuxième conséquence, il n'y aura pas ce qu'on appelle l'acculturation entre le peuple. Il n'y en aura pas. Donc vous êtes limité parce que chez les autres mangent les canards chaque dimanche. Vous tous vous êtes habilités de manger les canards chaque dimanche. Or que c'est vraiment interdit. Donc moi je pense bien que c'est ce qui est comme conséquence. Et M. Mansa? Ce qui est vrai, les conséquences, il y en a beaucoup, tel que vient de le dire mon co-débatteur. Mais moi je vais soulever un point très important.
et entrer au fait que l'on ne va pas cultiver entre nous de l'amour. Vous voyez, quelqu'un qui évolue, qui est alimenté par le tribalisme, il voit l'autre comme un être inférieur par rapport à lui, vous voyez. Et tout ce qui va provenir, tout ce qui va venir de lui ne sera pas, en fait, n'aura pas d'importance à ses yeux, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, et en plus de ça, il existe au fait un certain nombre de facteurs qui sont à la base. Un exemple par rapport à ça, quelqu'un qui se dit, le fait de m'entourer par les gens de ma tribu garantit la sécurité de mon poste. Il s'entoure, c'est vrai, des gens de sa tribu. Il est, par exemple, devenu gouverneur. Un exemple très simple que je donne. Il rentre chez lui au village, il part glaner tout ce qu'il y a comme frère, chez lui, au village évidemment, et il vient avec, bien sûr, comme membre du gouvernement, il prend quelqu'un qui n'a jamais entendu, par exemple, parler de la télévision, il le nomme comme chargé de presse, vous voyez un peu. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire au regard, bien sûr, de tout ce qui se passe, parce que, a priori, elle ne sait même pas ce qui se passe, le fonctionnement du système, comment les choses se passent, parce que le chargé de presse est censé dire tout ce qui se passe par rapport, bien sûr, à l'image même du gouvernement. Donc, tout ce qui va s'en suivre juste après, c'est la chute même du gouvernement, vous voyez. Donc, la conséquence directe du tribalisme, c'est qu'on va se retrouver en train en fait, pratiquement dans la même chose, la routine va s'installer, il n'y aura pas de développement, on va pratiquement stagner sans pour autant se dire que l'autre aussi peut apporter quelque chose. Donc c'est un peu ça. Et Monsieur Théo, pensez-vous que le tribalisme aujourd'hui peut-il être un frein à notre développement? En tout cas, en fait, comme je peux vous garantir que c'est oui. Oui, pourquoi? Vous savez, si nous voulons plus cultiver ces genres d'antivaleurs dans nos provinces, nous allons appeler la pauvreté, alors que nous sommes en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, la Constitution le dit, nous sommes une nation. Et tant qu'une nation, nous sommes censés de vivre ensemble. Censés, je dis bien censés de vivre ensemble. Parce que ce sont les éléments qui constituent une nation. Et tant qu'une nation, donc, l'autre qui peut quitter, je ne sais pas moi, je prends l'exemple du Bas-Congo, qui vient s'installer au Lualaba, il ne doit pas se sentir dépaysé. Il amène la culture Congo au Lualaba. Et là, c'est une richesse pour les Lualabais, parce qu'il va développer. D'abord, s'il venait, prenons le cas, il venait s'installer il venait implanter son entreprise. Donc, il va engager ses frères congolais. Et non, il n'ira pas au Bas-Congo chercher ses frères Mkongo, non. Il engage ses frères congolais qui sont les Lualabais. Ça, c'est de un. Et il va développer maintenant les contrées, ou encore la contrée, qui n'est pas le sien. Vous comprenez? Donc, quand il le développe, c'est-à-dire, il fait des choses pour avancer le pays. Vous comprenez? Et quand on avance le pays, c'est-à-dire, c'est la richesse de nous tous, c'est nous tous qui allons en profiter. Donc, moi, je pense que ça peut être un frein, ça mène réellement à la pauvreté. Le tribalisme, ça amène la pauvreté parce qu'il y a la division. Les gens se croient, non, nous avons. Alors que les gens d'autres contrées, ils ont aussi l'expertise. Nous avons vu ici, là-bas, les cas de la Gécamine, l'ex-Gécamine. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Gécamine est à terre à cause du fait que nous avons voulu, nous avons cru que nous-mêmes, à nous-mêmes, nous seuls, nous pouvons développer. Alors que pendant qu'on voulait chasser les gens qui avaient la connaissance, qui avaient l'expertise, nous les avons tous chassés. Ils sont partis, on se rend compte qu'il n'y avait pas des ingénieurs, il n'y avait pas des gens capables pour développer. Voilà, maintenant la province est en train de se reconstituer sur le plan intellectuel et en train de chercher comment remonter encore ce niveau. Vous comprenez? Dans le tribalisme, ça amène la pauvreté et vraiment c'est ça. Et Monsieur Yves Kailou, êtes-vous d'accord avec ce que Monsieur Théo vient de dire? Oui, je suis vraiment d'accord. Parce que, vous savez, moi je vous ai donné l'exemple. J'ai toujours pris l'exemple de notre hymne national qui dit il faut dressons nos fronts longtemps courbés. Et parmi les aspects qui amènent le pays dans un état très diminué, c'est le tribalisme, madame. Nous devons savoir que quand on développe les tribalismes, on ne comprend pas où nous allons. Parce que même tribu, même clan, impose à d'autres que nous faisons comme ça. On ne comprend pas du tout. Moi, je vous donne l'exemple, aujourd'hui même, nous jeunes,
Vous allez trouver l'étudiant de l'UNICOL, l'étudiant de l'ILICO, l'étudiant de CEPROMAD, l'étudiant je ne sais pas de quelle institution. Il pense que non, parce qu'il est de l'autre côté, il ne peut pas faire mieux. Mais c'est la même science. C'est la même innovation. C'est la même réussite et c'est le même papier livré par le ministère de l'Enseignement. Vous comprenez? Donc, si vous trouvez les aspects pareils et développés sur tout le plan, parce que moi je suis de Lubumbashi, si je trouvais même une bouteille jetée de plastique à Kolwezi, je ne ramasse pas pour mettre dans la poubelle. Vous comprenez là où nous allons maintenant? Donc c'est la pauvreté est sur le plan mental, même sur le plan corporel. Parce que si le choléra est frappé par quelqu'un de Kolwezi, risquera d'aller amener même à ses cousins qui sont à Lubumbashi. Vous comprenez un peu? Donc c'est la médiocrité, nous allons demeurer toujours dans la médiocrité, il n'y aura pas d'émergence. Voilà, justement, nous sommes en train de parler du développement et de la paix, M. Lambert Menda. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, le tribalisme peut aussi impacter d'une manière négative la paix dans notre pays? Affirmatif, parce que une fois qu'on s'adonne au tribalisme, c'est-à-dire là il y a d'abord haine. Ouais. Et maintenant, haine, il n'y aura pas de paix. Parce que vous êtes sans ignorer que ce qui fait que ce pays où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'abord manque d'amour. Si nous, Congolais, nous nous aimions très bien, il ne pouvait pas même y avoir des gens avec, je vais prendre l'exemple des fonctionnaires de l'État, vous voyez, ils ont d'abord un salaire microscopique, vous voyez, mais ce que vous voyez, ce qu'ils font là, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas d'amour, c'est-à-dire ils demeurent dans la fonction publique, mais ils sont en train de piller l'État, ils volent sérieusement, voyez-vous. Ça, c'est pas l'amour, c'est par manque d'amour, parce que quelqu'un qui se retrouve dans un travail qui ne lui donne pas assez de revenus, mais vous n'avez qu'à changer, qui les maintient ou bien qui les force, qui les oblige à demeurer. Qu'est-ce que ça a à voir avec la paix, justement? Non, je suis en train de dire que non, ces gens-là qui font cela, ça n'amène pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'apport de paix sociale. Actuellement, où nous parlons, beaucoup de milliers ici au Lualaba, il y a des gens dont leurs enfants n'étudient même pas. Pourquoi? Parce que nous voyons cette inégalité là-bas. C'est-à-dire il y a des gens qui se tapent des histoires, mais maintenant, et les autres sont en train de couper parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ouais. Parce que si on avait l'amour, on pouvait aussi avoir la paix. Par manque d'amour, mais maintenant il y a des cambriolages par-ci, par-là. Tout ça, c'est manque de paix. Vous pensez que ces histoires d'insécurité qui s'est passées dans la ville récemment, et vous pensez que ça provient de quoi? C'est-à-dire il y a des insatisfaits, il y a ces gens-là qui veulent que je vous arrache la parole, je le donne à M. Nansin, je reviens à vous dans quelques minutes. Monsieur Nansin, ces derniers temps, nous voyons des associations culturelles. Est-ce que vous pensez que toutes ces choses, ça contribue au tribalisme dans notre pays? Oui, effectivement. Vous voyez, c'est pratiquement il y a combien d'années, depuis 2011, hein, si j'ai bonne mémoire, il y avait des campagnes électorales. Alors les gens s'étaient rendus compte que on est seul. Vous voyez, dans ces genres de situations, qu'on est seul, et on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment des gens pouvant nous porter pour arriver à un niveau où on veut. Alors qu'est-ce qu'on veut? En fait, disons, on rentre dans nos tribus, dans nos clans, pour manipuler ces gens-là. En fait, ce qui est à la base, c'est la manipulation. Tout ce qui se passe dans les associations socio-culturelles et tout le reste. Parce que par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y avait des gens que les associations socio-culturelles avaient soutenus, mais juste après qu'est-ce qui s'était passé, la personne a eu les voix, a eu ce qu'elle voulait, disons, et juste après, elle est rentrée reprendre ce qu'elle avait donné à ces gens-là. Pourquoi? Parce que, pour elle, c'est l'intérêt qui prime. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en ce qui concerne le tribalisme. Le tribalisme, c'est une forme de manipulation, une forme d'instrumentalisation des autres. Et généralement, ce sont les acteurs politiques qui sont à la base de ça. Et pour rentrer même à la question de la paix, ça crée beaucoup de conflits parce que il y a quelqu'un qui ne veut pas de tel autre qui est par exemple des telles tribus. Maintenant, pour arriver à s'aimer des isanies, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre toujours auprès des siens et il crée ça en fait. Et il y a
des conflits, il y a des tensions entre les gens des différentes tribus. En fait, c'est ce qui se passe par rapport au tribalisme. Monsieur Yves Kayoulou, Monsieur Nonsan vient d'épingler un point assez important. Parfois, ce sont les politiques qui sont à la base du tribalisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Les politiques, oui. Mais on allait parler aussi de ce qui est comme association socio-culturelle. Vous savez, la paix se donne par amour. Celui qui aime peut donner la paix. Celui qui sème la joie récolte la paix. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, nous avons les associations socio-culturelles, vous ne pouvez pas être en doute. Les politiciens viennent là, c'est dans des associations. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous jeunes, ce qu'apportent ces associations socio-culturelles? Je vous donne l'exemple, vous pouvez trouver un président d'une association socio-culturelle qui refuse de quitter le mandat. C'est pour quel souci? L'intérêt personnel. Aujourd'hui, les associations socio-culturelles ne nous amènent pas à l'unité, à la concorde, ou à avoir l'idée de considérer l'autre comme frère. C'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, les associations socio-culturelles sont transformées en des partis politiques. Faudrait-il les supprimer? Vous dites? Faudrait-il les supprimer, justement? Oui, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Aujourd'hui, les jeunes gens, vous êtes Ndembo, vous êtes Luba, je ne sais pas, vous êtes Rund. Vous savez, aujourd'hui, posez la question, vous êtes des professionnels de médias, posez à des jeunes gens aujourd'hui que vous êtes de quelle tribu et quelle est votre association socio-culturelle. Ils vont dire que c'est la politique, où les oncles se trouvent là-bas, les grands-mères se trouvent là, pour soutenir les caïds qui sera plus tard, les gouverneurs de province, qui sera plus tard. Et ça se voit, là, aujourd'hui, les associations culturelles, mon frère ici venait de relever même pendant les temps de campagne de nos soi-disant politiciens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'argent, on vous dit, en commençant par publier, même à haute voix pour dire que ou Yujo Wetu, ou Lana Wetu. Wetu assure. Vous avez entendu, vous tous avec moi, ces expressions ici à Kolwezi. Qui n'est pas Wenu, qui est Wangmi. Vous comprenez un peu? Et pourtant, les associations socio-culturelles, c'est là où nous, les jeunes, nous apprenons nos valeurs. Les valeurs africaines. Les valeurs, on dit que non, si vous trouvez par exemple devant une funéraille la personne qui a perdu la vie, oui, bien sûr, vous êtes là pour compatir avec un peu de valeurs africaines. Mais ce n'est pas ce qui se donne aujourd'hui. Ils sont en train de créer tout cela pour conclure maintenant au pouvoir. Moi, je pense bien que non seulement les politiciens, parce que les politiciens viennent puiser leur pouvoir, c'est dans les associations socio-culturelles. La base doit être d'abord distinguée entre les associations socio-culturelles et les partis politiques, qui marchent en désordre presque. Et M. Théo, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit par votre co-débatteur, M. Yves Kayoulou? Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à supprimer ces associations socio-culturelles? Bon, les supprimer, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que tout à l'heure là, je venais de vous parler de la nation. Et nous avons nos origines que nous devons respecter. Alors, tellement il est question de restructurer l'association. Vous voyez, aujourd'hui nous avons des partis, même prenons les cas des partis politiques, où en principe on devait sentir à chaque fois des enseignements, là on devait éduquer et ses adhérents. Mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Vous sentez que c'est du toy-boy, on arrive, on acclame, et voilà, on donne 100 francs, et voilà, les gens se réjouissent. Vous comprenez? Mais j'aborde l'aspect de la paix. Vous savez, mademoiselle, la paix, nous pouvons l'avoir que lorsqu'il y a la cohésion, lorsqu'il y a l'harmonie. Sans harmonie, on ne peut pas avoir la paix. Alors, cette paix-là, nous pouvons nécessairement l'avoir aussi dans nos provinces, dans nos chefferies, dans nos contrées, que lorsqu'il y a l'harmonie entre les clans. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des guerres entre les clans. Vous comprenez? Il y a des Runds, il y a les Tchokwe, entre eux, ils se battent. Vous comprenez qu'ils se battent parfois pour le pouvoir. Vous voyez? En quoi ça nous amène? Et ça, dès lors que ces gens-là se regroupent dans leurs associations socio-culturelles, au lieu de restructurer, de parler le vif du sujet, au lieu d'enseigner, de dire de quoi, d'où ils viennent, et parce qu'en principe, ce sont des retrouvailles où l'on se rappelle
d'où nous étions, nos ancêtres. Ouais. Au lieu d'amplifier ces genres d'idées, maintenant, il place plus la primauté dans les chances de louer quelqu'un, de présenter quelqu'un comme un dieu. Ouais. Ce sont des antivaleurs et que nous disons, avec le tribalisme, s'il y a le tribalisme, il n'y aura pas la paix. Ça, c'est évident. Il n'y aura pas la paix. Pourquoi? Parce que entre clans, les clans entre eux se battent. Les gens n'ont pas d'harmonie. Ils ne savent pas aujourd'hui se battre, même à propos des terres. Voyez. Or, si cette harmonie-là, on pouvait d'abord entre clans, on voit ici, nous voyons les Tchoko, nous voyons les Runes entre eux. Ils se mettent ensemble. Ils ont leurs origines à respecter. Voilà, nous aurons maintenant l'harmonie dans notre État. Et Monsieur Mansa, est-ce que vous êtes d'accord? Il faudrait qu'on puisse supprimer ces associations socioculturelles pour justement éviter les tribalismes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faudra juste recadrer certaines choses, telles que mes co-débatteurs l'ont dit tout à l'heure. Il faudra recadrer certaines choses. Vous voyez, sans associations socioculturelles, il n'y aurait pas ce que j'ai dit dans ma définition par rapport au tribalisme, la conscience de l'identité que l'on porte. Vous voyez, on va tout perdre, même l'histoire. On va tout perdre, nos valeurs, nos cultures et tout le reste. Donc, va falloir juste qu'on essaie un peu de recadrer certaines choses dans ces associations socioculturelles-là, que ça ne soit pas quelque chose entré à la politique, parce que actuellement, ce que l'on voit, ce ne sont pas des associations socioculturelles, c'est purement et simplement des partis politiques. Voilà, des partis politiques. Oui. Monsieur Lambert Minda, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord avec le président, c'est-à-dire les associations socioculturelles ne peuvent pas disparaître. Pourquoi? Parce que dans chaque association, c'est une culture quelconque. Donc, ils doivent pérenniser cela. Mais ce que nous constatons, comme le précédent l'a dit, c'est-à-dire ils sont maintenant politisés. Ce sont des associations qui sont politiques, voyez-vous. Alors là, c'est ça même leur déclin. C'est là que engendre tous ces problèmes-là de haine envers les autres. Parce que si ces associations parlaient seulement de leur culture, pérenniser leur culture, les innovations et autres, et non pas tellement s'intéresser à la politique. Malgré qu'un candidat quelconque peut être de leur coin, mais néanmoins, qu'il ne puisse pas vraiment politiser ces activités de cette association, voyez-vous. Parce que là, quand il les politise là, c'est alors qu'il commence maintenant à se moquer des autres, qu'il commence à tenir des propos diffamatoires à l'endroit d'autres candidats ou personnalités. Là ça n'amène pas la paix, voyez-vous. C'est un peu cela. Mais monsieur Théo, vous nous avez dit tout à l'heure que vous travaillez dans une université qu'on ne va pas citer pour question de publicité. Aujourd'hui, nous constatons dans différentes universités, pour qu'un étudiant puisse réussir, il faut qu'il soit, je ne sais pas, de la même tribu avec un assistant ou un professeur. C'est devenu tellement courant. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ces antivaleurs? Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal d'apprendre des choses pareilles. Vous savez, dans chaque initiative... Mais vous le savez que ça existe? Je ne suis pas en train de vous informer. Vous venez de m'apprendre, c'est une information pour moi. Mais j'aimerais m'attaquer à ça parce que ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas encourageant, pourquoi? Dans chaque université, il y a des règles et principes que l'étudiant doit suivre. Aujourd'hui, allons d'abord au chef de l'étudiant. L'étudiant lui-même, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher à l'université. Vous comprenez? Parce que quand nous parlons de la science, nous parlons de la conscience. La conscience, c'est-à-dire la personne en elle, il se dit, moi je suis venu, il a des objectifs auxquels il met en priorité. Et ces objectifs, ce sont les études. Alors, pour étudier, pour avoir la connaissance, pour réussir, les grands secrets, c'est étudier à la maison. Vous sortez, vous rentrez, vous vérifiez vos notes, et c'est ça. Mais l'étudiant d'aujourd'hui, il est devenu tellement faible. L'étudiant d'aujourd'hui, il ne se soucie plus de l'avenir,
L'étudiant d'aujourd'hui... Mais il y a ceux qui sont vraiment intelligents, mais qui échouent tout simplement parce qu'il n'est pas de la même tribu que le professeur. Bon, dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Ça ne manque pas. L'étudiant d'aujourd'hui doit comprendre que quand il est allé, il part étudier. Bon, si il doit dire, bon, parce que l'enseignant doit lui donner la cote, parce qu'il est, par exemple, de sa tribu. Mais demain, après-demain, il donne la cote, mais l'étudiant, il termine. On lui colle, on lui donne les diplômes. Il ira travailler. Est-ce que c'est la cote qu'on lui avait donnée qui va faire preuve dans l'emploi? Non. C'est l'expertise, c'est l'expérience, ce qu'il avait, les connaissances apprises au banc de l'école, c'est ce qu'il va démontrer dans l'emploi. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons les ingénieurs qu'on est en train de rejeter dans le monde d'emploi. Voilà, il nous reste pratiquement 5 minutes. Est-ce qu'on peut... Ok, on les rejette pour le fait que, écoutez, voler un tam-tam, c'est une chose, mais en savoir jouer, vous comprenez? Donc, même si moi je condamne, je n'encourage pas. Chez nous, je n'ai pas encore traité un cas pareil, mais c'est une information. Il est question que s'il y a des étudiants, il y a des enseignants qui se comportent ainsi, je vous conseille, chers enseignants, de pouvoir laisser. Ce sont des antivaleurs. Voilà, monsieur Yves Kailou, je vais vous poser la même question. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs, si vous venez nous prendre en cours, nous sommes en train de parler de tribalisme et du régionalisme, quelles conséquences sur le développement et la paix dans notre pays. Monsieur Yves Kailou, je vous pose la même question. Comment faire un étudiant qui est vraiment très intelligent à l'université, vous êtes aussi étudiant, et qui se sent coincé tout simplement parce qu'il n'est pas de la même origine que le professeur? Que doit-il faire? Merci beaucoup. Heureusement, nous sommes sur ces plateaux avec l'un de nos formateurs. Je dis bien que c'est devenu maintenant une monnaie courante, si je peux le dire. Non seulement ceux qui échouent parce qu'ils sont intelligents, mais ils ne partagent pas la même tribu. Aujourd'hui, c'est ce qui montre que nous, étudiants, nous terminons les années au lieu de terminer les études. Même nos encadreurs ici sont témoins. Ça fait honte aujourd'hui, vous trouvez un licencié. Je termine dans le branche, mais devant mon professeur, j'échoue de conjuguer les verbes savoir au futur simple. Ça ne se comprend pas. Est-ce qu'ils se sont déjà demandé les failles proviennent d'où? Moi, je pense bien que là où il faut y arriver, pour être bref, que nos encadreurs se donnent les soucis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils ne voient que l'argent. Pour être simple, ils ne voient que l'argent, ils ne voient pas les niveaux de nous, leurs futurs remplaçants, de nous, leurs futurs, ou les pépinières de ce pays. Soit nous devons le dire tout haut, parce que si je trouve 8 sur 10 dans le cours de tel professeur, parce que je partage la même tribu, j'ai le même village avec lui, et les autres me regardent. Les autres, les intelligents là, me regardent, moi qui n'étais pas intelligent. Voilà, monsieur Nansin, et vous, pouvez-vous réagir très rapidement à cette même question? Non, ce qui est vrai, c'est une antivaleur. Il y a même des institutions en fait qui sont en train de mettre petit à petit un terme à ces genres de pratiques. Il y a une institution, que je ne vais pas citer le nom, qui utilise des codes. Vous voyez, quand il y a un code, on ne sait pas identifier qu'il s'agit de telle personne venant de telle tribu, par rapport bien sûr à son nom, vous voyez. Parce que c'est en train de ne rien arranger dans notre société, parce que quand on sort des gens, les universités sont en train de déverser pratiquement beaucoup des étudiants, cadres bien sûr universitaires, licenciés, tout le reste sur le marché de l'emploi, et on se pose la question de savoir d'où proviennent des problèmes ayant trait au fait que le taux de chômage est toujours en train de grimper. Les investisseurs, quand ils viennent ici, se rendent compte qu'effectivement, quand ils lancent des appels d'offres, les gens ne se contentent pas d'aller chercher la matière grise, la compétence, l'intelligence, mais de fouiller seulement dans leur famille, leur tribu, tout ça. Pourquoi? Parce que on se dit que ça va garantir en fait le poste, alors que c'est la chute, le déclin, la dégringolade pratiquement de l'entreprise qui se pointe à l'horizon. Voilà, et ce sera la dernière question, je vais la poser à tout le monde. Comment lutter contre les tribalismes, monsieur Lambert? Pour lutter contre les tribalismes, la première chose que je peux demander, c'est que cesse la règne de l'impunité. Oui, parce que ceux-là qui s'adonnent au tribalisme, je vois là les sanctions, c'est 1 mois
à 2 ans de servitude pénale. Oui, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est une infraction et qu'on ne peut pas tolérer quand des gens qui tiennent de tels propos et ils restent là impunis. Merci beaucoup, Monsieur Lambert-Menda. Et vous, vous avez 3 secondes. Comment lutter contre le tribalisme? 3 secondes, ok. Je vais dire que le tribalisme commence dans des familles. Vous voyez, quand quelqu'un veut prendre, je sais pas, une femme en mariage, on lui dit, il est de quelle tribu, vous voyez. Ça commence au fait avec ces genres de... Et comment lutter justement? Il faut que les familles comprennent que ce ne sont pas seulement les gens de leur tribu qui peuvent faire le bonheur de leur fille ou leur fils. Donc il faut tenir compte de la qualité ou des qualités de la personne en question pour bien sûr l'accepter dans la famille. Donc voilà. Et Monsieur Théo, et vous, comment on peut lutter contre le tribalisme? Vous avez aussi 3 secondes, Monsieur 5. La meilleure des manières, c'est participer tout le monde dans la gestion et enlever l'essence des discriminations. Tout le monde, nous sommes tous congolais. Et voyez plus la qualité et voyez plus l'expertise. Voilà la meilleure des manières. Merci beaucoup, Monsieur Iskaïlou. Oui, je termine pour lutter contre les tribalismes. Je demande à ce que chacun considère l'autre à sa place. Donc, de la manière que moi je me considère, je considère d'abord l'autre pour que l'autre là puisse me considérer dans mes qualités et dans mes défauts. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers jeunes, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Ah, ça marche. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission déjà à partir de lundi sur YouTube en tapant le www.wangu.info sur les sites. Et sur YouTube, c'est tout simplement wangu.info. Voilà, on se retrouve très prochainement pour notre émission. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Merci.